Est-ce qu'aujourd'hui cette affaire peut avoir un lien? Nous n'en savons rien. On peut cependant l'imaginer. On peut cependant l'imaginer car l'État béninois devant cette Cour africaine des droits de l'homme n'a eu de cesse de prétendre que les recours formés n'avaient pas été purgés au Bénin. Et vous savez très bien que la Cour africaine ne peut pas être saisie si les voies de recours n'ont pas été purgées en interne dans le pays d'origine. Peut-être utiliseront-ils cette procédure qui est arrivée à la hussarde, dont plus personne n'attendait son existence, comme je vous l'ai dit, convoquée pour 8 jours après, ce qui est parfaitement inadmissible, pour essayer d'influer sur la Cour africaine des droits de l'homme. Je n'en sais rien, c'est une possibilité. Le deuxième point par rapport à notre audience de ce matin, il faut garder en mémoire un élément déterminant, un adage juridique qui s'applique dans le monde entier, à savoir que quand une personne a été jugée pour des faits, elle ne peut pas être jugée une deuxième fois pour les mêmes faits. Monsieur Sébastien Ajavon et les 3 personnes qui étaient avec lui ont été relaxées. Alors qu'elles risquaient entre 10 et 20 ans de prison. Elles ont été relaxées par une juridiction du tribunal de Cotonou. Cette décision est devenue définitive, nous le savons, et nous l'aurions plaidé ce matin si on nous avait laissé la parole. On nous a muselés, on nous a empêchés de parler. On est allé à l'encontre même du principe de notre profession. Pour juger quoi? Une affaire qui n'existe plus, puisque le jugement est définitif. On revient devant une juridiction pour la même affaire. Et nous savons que c'est pour la même affaire, parce que même si dans la convocation il n'est rien indiqué, ce qui est aussi inadmissible, je l'ai déjà dit, on le sait que c'est pour cette affaire, car les témoins de cette affaire de cocaïne étaient convoqués, parce que les 4 prévenus de cette affaire de cocaïne étaient également convoqués. Donc on sait qu'on recherche ici, au Bénin, le moyen de rejuger une affaire qui a déjà été largement jugée. Il y a de quoi dénoncer le non-respect des règles élémentaires, des principes généraux du droit, des droits de la défense et aller jusqu'aux droits de l'homme. C'est ce que nous faisons et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Il faut retenir que cette convocation a été délaissée le 24 septembre. Au moment où il le faisait, M. Ajavon n'était pas au Bénin. Vous savez, c'est un homme d'affaires d'envergure internationale. En un mois, il voyage au moins une fois par mois. Donc, il était déjà parti quand la convocation a été délaissée. Donc, il avait des rendez-vous sur le plan international. Mais cela dit, rien ne l'oblige juridiquement à être là ce matin. La loi lui permet de se faire représenter. Et c'est ce qu'il a fait. Ça ne veut rien, c'est la loi qui a permis cela, c'est la loi qui a dit qu'une personne convoquée peut demander à être jugée en son absence. Parce que nous, on ne veut pas aborder le fond, mais pour nous, cette affaire est terminée. Parce que l'appel sur lequel je ne peux pas aller dans les détails parce que le dossier, je ne le plaidais pas ici, mais l'appel sur lequel ils se font, l'appel est inexistant. Ça n'existe pas là où ça doit exister. Donc ce dossier, on ne pourrait même pas l'enrôler, puisque cet appel n'est pas régulier. Donc il faut savoir, raison de plus pour lui, pour demander c'est son droit. Donc le 18 octobre, rien ne l'oblige. Là, il n'est pas là, rien ne l'oblige non plus à être là le 18. Je vous ai dit, il faut lire l'article 428, il faut publier cela dans vos journaux, dans vos organes, pour que c'est clair, ça ne donne même pas lieu à une interprétation. Tout le monde lit, on peut comprendre. C'est-à-dire, il demande à comparaître, demande à être jugé en son absence. Ses avocats le représentent. Si au cours des débats, malgré cela, le juge constate qu'on a besoin de lui pour éclairer, parce que c'est lui qui risque une condamnation. Donc c'est lui, en fait, c'est lui qui a intérêt à être là. Ce n'est pas... c'est lui qui a intérêt à être là. S'il choisit le faire, c'est un risque péri. Si, au cours des débats, la Cour constate qu'on a besoin de lui pour comprendre, il peut renvoyer. C'est à ce moment qu'on peut renvoyer. C'est qu'on est déjà dans les débats. Mais s'il renvoie, la loi dit, il peut encore dire non, je ne viens pas. La conséquence, c'est que la décision lui est opposable. C'est tout. Donc rien ne l'oblige à venir. Je ne suis pas lui, je ne prends pas la décision à sa place, mais rien ne l'oblige à être là le 15. Et le 18. Donc nous allons rappeler les dispositions. Ce que nous demandons, c'est que la loi soit appliquée. On ne demande pas autre chose. Ce que la loi a prévu, que cela soit respecté.
c'est le parquet général qui a fait appel. Donc c'est le parquet général qui n'est pas satisfait de la décision, qui estime qu'il y a quelque chose qui a fait appel et appel irrégulier. Donc lorsqu'on cherche à vous embrouiller, on dit relaxer au bénéfice de doute, celui qui le dit, il ne comprend pas les choses. Se relaxer, avant d'être au bénéfice de doute, c'est relaxer. Donc ça produit les mêmes effets juridiques. Donc on ne peut pas condamner celui qui est relaxé, que ce soit au bénéfice de doute ou relaxé purement simplement, on ne peut pas le condamner. S'il est poursuivi avec mandat, lorsqu'on prononce une relaxe au bénéfice de doute contre lui, il sort de la prison. Le mandat est levé. Donc, relaxe au bénéfice de doute et relaxe purement simplement produisent les mêmes effets juridiques. Je suis prêt à tenir le débat devant n'importe qui. Lorsque vous êtes en prison et qu'on vous relaxe, vous sortez. Que la relaxe soit purement simplement au bénéfice de doute, vous sortez. Donc, ça n'a aucune conséquence sur la procédure. Le ministère public est parti au procès. Donc, il devait être au même pied d'égalité que les autres parties. Et qui plus est, il est appelant. C'est parce qu'il a fait appel qu'on est là. Pour nous, la justice nous a donné raison. S'il n'avait pas fait appel, on n'en serait même pas là. Alors, comment se fait-il qu'une partie, quelqu'un qui est partie poursuivante, il ne doit pas avoir de contact avec la Cour? Si la Cour est indépendante, c'est lui qui vient soutenir l'accusation, c'est lui qui vient requérir la peine. La Cour n'est pas obligée de suivre ce que le ministère public demande. Le ministère public n'a pas le droit, et il faut que ça s'arrête. Vous l'auriez relevé peut-être aussi, qu'il y a des petits mots qui se passent entre le ministère public et le procureur, et le président de la Cour. Comme si le président de la Cour allait chercher une approbation. Vous savez, nous sommes tous des Béninois. Et la seule chose qui nous protège, c'est la loi. Mais cette Cour nous donne l'impression que nous sommes dans un couloir. Et que tous ceux qui y passent vont directement, pas au jugement, mais à la condamnation. Je vous dis, et ce serait mon mot de fin, si le ministère public continue à se comporter comme ça, il viole non seulement les principes cardinaux qui régissent notre droit de procédure pénale, mais aussi les conventions internationales, mais en plus, il viole la sécurité de nous tous. Le garde des Sceaux n'est pas dans son rôle. La compétence d'une juridiction est appréciée par la juridiction elle-même. Et avant qu'elle ne se prononce, il lui appartient de se prononcer d'abord sur sa compétence à connaître des faits qui lui sont soumis. Le garde des Sceaux a outrepassé ses pouvoirs. Il a violé le principe de la séparation des pouvoirs. Et si on était dans un état où nous avons confiance en la Cour constitutionnelle, ses propos devaient être déclarés anticonstitutionnels. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, la criette est compétente pour connaître de cette affaire. Et il dit au fond, il revient à la criette de se prononcer. Mais qu'est-ce qu'il dit? En fait, il conditionne la criette. Parce que la notion de compétence, c'est un contentieux juridique qui peut être discuté devant la criette. Et il appartiendra à la criette d'apprécier au regard de notre droit positif si elle est compétente ou pas. Mais le garde des Sceaux anticipe, puisque c'est eux qui ont nommé les juges. C'est eux qui ont créé la criette. Et la criette siège au ministère, dans le bâtiment qui est censé abriter le ministère de la Justice. D'abord, ça, c'est une incompatibilité qui me pose problème personnellement. Parce que la justice, le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir. Ce n'est pas possible. Et lorsque j'entends le garde des Sceaux, alors que pour une affaire qui est pendante, venir nous parler de la compétence, c'est une aberration. C'est une erreur qu'il ne faut plus jamais reprendre. Le garde des Sceaux, c'est un confrère. Mais ce n'est pas ce que le droit enseigne. Pour qu'un jugement soit définitif, il faut que personne n'ait interjeté appel de manière recevable. Pour interjeter appel d'un jugement devant vos juridictions au Bénin, chacun a un délai de 15 jours pour interjeter appel. Il doit le faire au greffe du tribunal correctionnel, tribunal de première instance. Nous avons la certitude que personne n'a interjeté appel auprès de ce greffe de ce tribunal. Reste alors une deuxième possibilité d'appel, ça n'est plus en 15 jours, mais c'est en 2 mois, c'est beaucoup plus long. Et qui a le droit, le pouvoir et les moyens juridiques d'interjeter appel à ce moment-là? C'est le procureur général, c'est-à-dire le procureur près la cour d'appel. Et dans ces cas-là, vous avez un texte, ce dossier m'a permis de mieux comprendre votre législation, vous avez un texte qui dit expressément, à peine d'irrecevabilité d'un appel qui aurait été donné, ce texte dit que le procureur général a l'obligation
d'interjeter appel auprès de qui? Auprès du greffe de la cour d'appel. Et nous avons la certitude, parce qu'un huissier est allé au greffe de la cour d'appel, après le délai de 2 mois. Le délai de 2 mois expirait au 4 janvier 2017. Votre question est précise. Je dois vous répondre précisément, excusez-moi. Nous sommes allés le 11 janvier 2017. Un huissier s'est présenté. Un auxiliaire de justice assermenté. Un huissier est un auxiliaire de justice assermenté. Et il a dressé procès-verbal. Il a questionné le greffier et acté, noté ce qui a été répondu. Il a vérifié le document sur lequel se trouvent inscrits les appels. Et il a constaté qu'aucun appel n'a été interjeté par le procureur général. Ce jugement est donc devenu définitif. Mais cependant, parce que c'est parfois surprenant et je découvre au moins une dizaine de surprises dans ce déplacement dans votre si joli pays, nous découvrons plus tard que le procureur général a oui interjeté appel. Oui, il a interjeté appel. Mais il ne l'a pas fait où il fallait qu'il le fasse. Peut-être s'est-il trompé, peut-être c'est une erreur de jeunesse, je ne connais pas ce procureur. Mais il est allé au greffe du tribunal pour interjeter appel. Et là, cet appel interjeté est irrecevable. N'existe pas. Donc oui, madame, ce jugement est définitif. Et selon l'adage non bis in idem, on ne peut pas être jugé 2 fois pour des mêmes faits. Deuxièmement, par rapport à la Cour, vous posiez la question, est-ce que cette Cour est en droit de juger cette affaire? Pour les raisons précédentes que je vous indiquais, vous conviendrez que, évidemment, elle ne peut pas juger cette affaire. Mais c'est encore plus important lorsque on lit la loi de 2018-13 qui a installé cette Cour. Car cette Cour ne peut statuer que dans 2 cas. Certes, pour les affaires d'infraction économique, certes pour les affaires de terrorisme, certes pour les affaires de trafic de stupéfiants, mais dans 2 cas juridiques au niveau procédural, en matière de flagrant délit, et s'il y a un arrêt de renvoi de sa commission, sa chambre d'instruction, en matière de flagrant délit, et s'il y a un arrêt de renvoi par sa chambre d'instruction. On n'est pas dans le flagrant délit, on l'a bien compris, cette affaire dure depuis octobre 2016. On n'est pas dans le flagrant délit. Sommes-nous dans un arrêt de renvoi de la chambre d'instruction? Non. Il n'y a eu aucune instruction. La chambre n'a d'ailleurs jamais été saisie. Et si elle avait été saisie, elle l'aurait été quand? Je rappelle que la criette a été installée de mémoire le 27 août 2018. C'est une gamine qui vient de se positionner, qui est en train de fleurir, qui est en train de grandir, qui veut prendre position peut-être un peu rapidement. Mais en tout état de cause, sa chambre de l'instruction n'était pas en mesure d'instruire. Et dans le dossier ne figure aucun arrêt de renvoi. Et je terminerai parce que vraiment, j'ai trouvé ça inadmissible. Quelqu'un est renvoyé 8 jours avant dans une procédure où il risque 20 ans de prison incompressible et nous n'avons pas accès au dossier? Je veux dire, moi, Marc Ben Simon, avocat, 34 ans d'avocature, j'ai pas accès au dossier? Je ne peux pas le voir, ce dossier? Mon client risque 20 ans. Je ne pourrais même pas faire appel pour lui et je n'ai pas la possibilité d'être à armes égales avec les juges. Ces juges qui ont le dossier entre les mains, qui ont eu le temps peut-être de l'analyser, ce dossier date d'il y a 2 ans. Et moi qui apprends jeudi dernier que mon client est convoqué pour affaire le concernant, je me suis dit, mais peut-être qu'il a fait un excès de vitesse, et que c'est pour ça qu'il affaire le concernant. Peut-être qu'il a commis une petite infraction, je n'en sais rien. Je plaisante un peu parce que c'est quand même important de plaisanter aussi, mais savoir qu'en 5 jours de temps, on a réussi, et maître Moustapha, ici présent, a réussi à réunir un collège de confrères sérieux, dévoués, travailleurs. Nous avons, nous, réussi à venir en urgence pour préparer cette défense sans savoir et sans avoir accès au dossier. Enfin, vraiment, c'est normal, de manière humble, c'est normal de dénoncer ces éléments-là parce qu'ils sont, au niveau du droit,
parfaitement inadmissible.